Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui je vais vous faire un petit retour sur mes dernières lectures. Euh, il y en a pas mal et je vais pas faire toutes mes lectures mais je vais faire celles qui m'ont le plus intéressée, le plus marqué. Hum, Et alors ça va être un peu décousu comme c'est souvent le cas sur ma chaîne. Mais j'espère que ça va quand même vous plaire. Donc il y en a de plusieurs types. Il y a du 19e siècle, du 20e siècle, du 21e. Il y a de la littérature russe, de la littérature française, de la littérature anglaise. Donc c'est éclectique, relativement. Et il y a une non-fiction aussi. Hum, je vais commencer tout de suite par la non-fiction, comme ça c'est fait et ça sera un peu classé. J'ai lu Anarchisme vent debout de Philippe Pelletier. Donc, c'est idées reçues sur le mouvement libertaire. Alors, c'est un texte très intéressant dont je vous ai parlé dans un book haul, je crois. Et ça fonctionne par petits chapitres de 5 à 10 pages. Et chacun d'entre eux revient sur ce qui est une idée reçue sur l'anarchie. Par exemple, les hackers sont des anarchistes. Une autre, l'anarchisme est contre la démocratie. Donc ça revient sur ce qui est des idées reçues, ça explique d'où vient l'idée et ça la déconstruit en avançant des faits historiques, en avançant des idées qui ont été promues par des anarchistes célèbres. Il y a des extraits de textes aussi également. Donc c'est très pratique si vous ne connaissez strictement rien à l'anarchie, que vous avez envie de vous y connaître un peu plus. Moi, je vous recommande vivement ce livre-là. C'est un livre qu'on m'a beaucoup recommandé aussi, parce que j'ai commencé à me poser des questions sur ce que c'était, parce que c'est probablement le mouvement politique dont on parle le moins, en tout cas le moins, vraiment, oui, oui, dont on parle le moins, tout simplement. Et surtout à l'école, par exemple. On nous dit ce que c'est que la démocratie. Bon, la démocratie à la française, hein. On nous dit ce que c'est que l'autocratie, mais on nous dit ce que c'est la monarchie. D'ailleurs, on nous le dit pas très bien tout ça, mais on n'évoque jamais ce que c'est que l'anarchie, ou alors on montre, quand c'est vaguement évoqué, c'est de manière très, très évasive, en disant oh, bah, ça c'est l'anarchie, pour dire c'est le bordel. Sauf que bah, c'est quand même très éloigné de la réalité. Euh, donc, moi je vous le recommande vivement celui-là si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse. Ensuite, euh, absolument rien à voir, mais alors rien du tout. La guerre et la paix de Tolstoï, qui était dans ma pile à lire de confinement pour son épaisseur. Mais ce n'est que le volume 1. Et alors j'ai aimé La guerre et la paix parce que ça aussi entre les récits de guerre, de la guerre, des guerres en Russie, des guerres napoléoniennes, et des histoires familiales, amoureuses, à l'arrière, à l'arrière du front. Et alors, donc il y a je trouve les personnages très attachants. J'ai du mal à retenir leur nom malheureusement parce que en russe, un personnage est souvent dessiné par 3 noms différents, son prénom, ou son nom de famille, ou son surnom. Du coup, je me paume parfois un petit peu. Il y en a notamment un que j'aime beaucoup, même s'il est censé être un peu insupportable. C'est ce personnage du joueur, du jeune qui joue beaucoup d'argent. C'est quelque chose de très prégnant en Russie au 19e siècle, dans la bourgeoisie, l'aristocratie, le fait de perdre beaucoup au jeu, parce que évidemment pour perdre beaucoup au jeu, il faut déjà avoir beaucoup. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'ai envie de m'acheter la suite. Ça va être compliqué pour l'instant. Je pense que je vais pouvoir la trouver en e-book.
Mais je vais devoir lire sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. C'est moins bien que sur une liseuse. Ceci dit, bon, je peux patienter pour lire la suite. Mais vraiment, c'est très très beau. Le texte est magnifique. C'est émouvant. Et puis c'est passionnant aussi, vraiment. C'est pas un de ces romans euh, calmes, apaisants. Il y a des parties descriptives, bien sûr, mais waouh, ok, il y a du suspense en fait. Je tourne les pages, je tourne les pages, j'ai envie de savoir la suite. Voilà, c'est vraiment ce que j'appelle un roman passionnant. Donc ça m'a beaucoup beaucoup plu. Alors, autre roman russe, mais autre auteur. Je parlais de Tolstoï, je vais parler de Dostoïevski. Ah, j'aime beaucoup. J'ai aussi lu L'Idiot, mais j'aurais plus de mal à parler de l'Idiot, parce que là, c'est l'adolescent. On voit rien, l'adolescent. L'adolescent de Dostoïevski. J'ai aussi lu L'Idiot, mais j'aurais du mal à vous en parler parce que je n'ai pas spécialement accroché. C'est pas que j'ai. Ou en quelque sorte, c'est que j'ai pas aimé, mais le problème ne vient pas du livre. Problème vient de mon état d'esprit au moment de la lecture du livre où j'ai pas réussi, tout simplement pas réussi à rentrer dans ma lecture et ça aurait pu me le faire pour à peu près n'importe quel livre, je pense. Pour l'adolescent, donc c'est très très beau. C'est l'avant-dernier roman de Dostoïevski. Il est peu connu d'ailleurs. Euh, donc ça, donc c'est le titre est équivoque, hein, donc l'adolescent, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Donc c'est l'adolescence tardive, hein, c'est plutôt 18-20 ans que 13-14 ou même que 16-18. D'ailleurs, on n'a pas l'âge exact de ce personnage. Alors, j'ai encore oublié son prénom, hein. C'est un personnage dont le nom, qui a le nom qui pourrait être celui d'un prince. Alors je connais très très mal les titres de noblesse en Russie. J'imagine que le prince en Russie, ça n'a pas grand chose à voir avec un prince en France. Je suis très sûre de ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de princes en Russie. Euh, donc il a ce nom noble alors qu'il est je dirais pas de basse extraction parce que c'est quand même la bourgeoisie, même la haute bourgeoisie. Pardon. C'est un jeune homme qui est très amer envers celui qui est son beau-père. Enfin, c'est l'homme qui l'a élevé, mais qui n'est pas son père légitime. Donc en fait, c'est un enfant illégitime. Et ça parle beaucoup donc du rapport au père, du rapport à la famille, de rapports familiaux. Et c'est aussi un roman social. Ça parle de société. Euh, Ça parle d'addiction aussi, donc c'est un jeune homme qui a une addiction au jeu. Euh, il est question de duel, parce que donc, ça en Russie, au 19e siècle, ben, c'était un peu monnaie courante. Euh, et donc voilà, ça évoque l'avenir de la Russie, ça évoque le socialisme, le communisme. Donc tout un tas de ces sujets chers à Dostoïevski, ça évoque aussi l'âme, euh, l'âme humaine. Et c'est foisonnant, c'est beau, c'est passionnant. Le personnage principal est à la fois insupportable et attachant. Vraiment, j'adore le trouver insupportable parce que c'est un jeune ado et que pas si, bon, pas si ado que ça, remarqué. Euh, et qui peut être très irritant, mais c'est difficile de ne pas se reconnaître dans cette révolte qu'il a. Euh, c'est difficile de ne pas penser à l'adolescent qu'on a été en lisant ce roman, qui est un roman de la maturité, parce que donc, c'est l'avant-dernier roman de Dostoïevski. Et c'est fou à quel point Dostoïevski peut comprendre ce que c'est que l'adolescence alors qu'il en était si éloigné. Et c'est peut-être aussi justement ce recul qu'il a su prendre et cette expérience de la vie qui ont fait qu'il a compris si bien ce que c'était que l'adolescence. Et pour moi, donc, ça reste un très très beau roman et j'aurais plaisir à le relire.
Ensuite, donc toujours dans le 19e, La Dame aux Camélias de Dumas fils. Dumas, Alexandre Dumas fils. Très belle œuvre, plus courte, beaucoup plus courte que les romans russes que j'ai cités précédemment. Alors, c'est un roman d'amour. Donc l'histoire, c'est simplement un homme se rend au logement d'une femme qui vient de décéder et dont on vend toutes les affaires pour régler ses dettes. Et il achète un livre de cette ayant appartenu à cette femme, et un autre homme vient en souvenir d'elle. Pas tellement parce que le livre l'intéresse, mais en souvenir d'elle. Et un autre homme vient lui réclamer ce livre parce que c'est lui qui l'a offert à cette femme. Et donc, qu'on surnommait la Dame aux Camélias parce qu'elle ne portait comme fleur que des camélias. Et alors, cet homme va raconter son histoire d'amour avec elle, une histoire d'amour impossible, parce que elle, c'est une femme entretenue, il veut l'épouser, mais il ne le peut pas, parce que son père s'y oppose, et il est difficile pour lui de l'aimer de cette manière, donc il va être forcé de la quitter, et donc on va raconter sa maladie et sa mort. Et c'est un très très beau roman, c'est très 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 triste. Alors je vous ai pas spoilé en vous disant qu'elle allait mourir, puisque dès le début du roman, on sait qu'elle est morte, hein. Je vous rassure, je vais spoiler les romans. Donc c'est vraiment beau, c'est toute cette quête de l'amour, toute cette quête de la beauté, qui, qui transparaît dans le roman. Et ça en fait une très très belle œuvre. Et il me semble que c'est ça qui a servi de base à l'intrigue de La Traviata de Verdi, l'opéra de Verdi, euh, que je n'ai jamais vu sur scène ni écouté en entier. Et je pense que ce serait l'occasion de le faire. Donc, La Dame aux Camélias. Autre roman, celui-ci, il est récent, il est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ordinary People de Diana Evans. Donc ça, c'est un roman britannique. Alors, j'ai beaucoup aimé cette œuvre. Je sais plus si... Ah oui, je l'ai acheté parce que sur la couverture, il était écrit que c'était entre Dickens et Tolstoï. C'est réussi, c'est tout à fait ça. C'est un roman social et simultanément une intrigue. Il y a un roman familial, un drame familial. Donc on est dans le drame bourgeois, mais contemporain. Donc on a deux couples qui commencent à s'éloigner. Donc à la fois les deux couples, un couple de l'autre couple, et au sein d'un même couple, les personnages qui commencent à s'éloigner parce que leur vie est ennuyeuse, parce que avoir des enfants c'est pas tout à fait comme ils le pensaient, ce genre de choses. Et c'était très beau. J'ai j'ai beaucoup aimé cette œuvre. J'ai trouvé que ça retranscrivait bien, en quelque sorte, ce que ça peut être qu'un drame bourgeois, mais aujourd'hui. Donc on retrouve l'esprit 19e siècle, mais modernisé. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que j'aime beaucoup la littérature du 19e. Ça fait de nombreuses fois le mot beaucoup, quand même. C'est c'est du 19e siècle, mais modernisé, et c'est quelque chose qui me plaît bien, parce que j'apprécie le côté roman social, j'apprécie le côté drame familial, et le fait qu'on puisse montrer qu'il y a une continuité entre ce qui est écrit au 19e et ce qui est écrit aujourd'hui, montrer que ça se perpétue, ça me plaît. C'est ça qui m'a bien plu dans ce roman. Alors, Ordinary People de Diana Evans. Du coup, si vous lisez peu de littérature contemporaine, que vous êtes plutôt classique, c'est une œuvre de littérature contemporaine qui pourrait vous plaire, qui peut vous plaire, parce que justement ça prend les codes du classique, et que, en tout cas pour c'est une très belle traduction. Je ne sais pas ce que ça donne en anglais, faudrait que j'essaye.
Mais c'est une bonne traduction. Franchement, je me suis bien plu à ce livre, je l'ai bien savouré. Et enfin, dernière lecture en date, et donc du coup, ce sera pas chronologique au sens de publication des œuvres. Mais là, j'ai gardé celui-là pour la fin parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Euh, Le pull au vert rouge de Gilles Perrault. C'est une œuvre époustouflante. Alors, ça retrace hum, l'histoire de Christian Ranucci qui, à 22 ans, a été guillotiné. Et je crois que c'est le dernier condamné à mort de France. Et ça retrace l'affaire. C'est horrible. Euh, Parce qu'on se pose toujours la question, était-il coupable ou innocent? Parce que beaucoup de choses semblent l'accabler, mais beaucoup de choses aussi semblent l'innocenter. Donc ça retrace toute l'affaire. Donc ça, les chapitres, donc il y a un chapitre introductif, il y a le crime, l'instruction, le procès, l'exécution. Ça revient sur l'histoire de l'instruction et sur comment ça peut se passer une instruction, parce que même s'il y a eu des aveux, ça, l'auteur montre comment la police peut obtenir des aveux de manière, euh, oui, je dirais très sadique en fait. Des aveux qui ne devraient pas avoir fonctionné parce que alors il est question de torture et on n'est pas sûr qu'il y en ait eu, mais en tout cas il y a une torture enfin physique, une physique pour le coup, mais il y a des tortures psychologiques fortes. Donc est-ce que un aveu qui a été arraché suite à une nuit complète d'interrogatoire où on dit à quelqu'un qui ne se souvient pas de ce qu'il a fait à tel et tel moment, euh, oui, mais alors il y a ça qui t'accable, ça aussi et ça aussi. Et un homme qui semble ne pas se souvenir d'avoir. Donc, il est accusé d'avoir tué une petite fille. euh, et il dit qu'il ne s'en souvient pas. Et puis après, il avoue. Mais. Donc ça parle de la mémoire d'une personne, ça parle des preuves. Est-ce quel crédit on peut accorder à telle ou telle preuve? Comment fonctionne la police? Comment fonctionne une instruction? Comment fonctionne un procès? Euh, et comment finalement tout ça aurait pu ne pas se passer, et puis à un moment donné, les questions de la grâce présidentielle, et ça, c'est terrible. Vraiment, je vous dis pas ce qui se passe au moment où on demande la grâce présidentielle, parce que, bon, ce n'est pas un roman, c'est une enquête. Ça peut se lire comme un roman noir, ceci dit, tant c'est prenant. Mais c'était tellement violent euh, que waouh, j'ai dû faire une pause au moment où j'ai lu ce livre. J'ai dû fermer et respirer un peu parce que mais c'est atroce. Ça- la- voilà, et ça retrace tout jusqu'à son exécution. Et donc oui, il va être exécuté. Je spoil pas là non plus parce que c'est dit dès le début du roman. Ce n'est pas un roman. Je l'ai dit il y a 5 minutes. Euh, que donc on voit une mère avec son fils coupé en deux. Et on va retracer l'affaire. Donc on le sait dès le début que c'est sans espoir. On le sait. Et la question, c'est pas va-t-il être guillotiné ou pas. La question, c'est peut-on prouver qu'il est coupable? Et parce que la question n'est pas tellement peut-on prouver qu'il est innocent. C'est très parce que il y a les présomptions d'innocence. Ce qu'il faut, c'est prouver que quelqu'un est coupable, pas qu'il ait à prouver son innocence. Ça, c'est vraiment l'idée que transmet l'auteur de cette œuvre. Et alors, c'était tellement bien que je pense que je vais me précipiter sur ses autres œuvres qui sont Les Jardins de l'Observatoire, Le Garçon aux yeux gris, Les Vacances de l'Oberlieutenant, Fond de la Rochelle. Donc, il paraît qu'ils sont tout aussi bien.
Mais enfin, quand on produit une œuvre pareille, j'ai du mal à croire que le reste soit mauvais. Et bien voilà, c'est tout pour mon petit update lecture. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je veux bien un petit pouce bleu. Je veux bien également un petit commentaire pour que vous me partagiez vos lectures. Si vous avez lu ces œuvres-là, ce que vous en avez pensé. Si vous ne les avez pas lues, est-ce que vous avez envie de les lire? Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bah merci quand même de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je veux bien que vous me disiez ce qui manque, ce qui ne va pas dans les commentaires, afin que je puisse m'améliorer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.